Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle émission de La Bulle Bleue. Cette émission sera spéciale car elle est consacrée au thème de l'animal sur laquelle vous avez déjà vu une émission qui est sortie la semaine dernière. Pour cette nouvelle émission, nous allons aborder des thèmes un petit peu différents, plus légers, plus décalés, qui vont pour autant vous être utiles. Mais comme d'habitude et comme vous commencez à être familier du format, on commence par notre première rubrique, la Bulle Time. Dans l'actualité récente de Dentsia Business School, la sortie d'un livre blanc consacré aux grandes écoles et sur la manière dont elles ont réagi à la crise sanitaire depuis 12 mois. Audencia s'est donc associé à une multitude de grandes écoles que vous devez également présenter, on l'imagine, avec trois angles majeurs dans ce livre blanc. Premièrement, un angle sur la pédagogie, donc justement vous êtes probablement en train de suivre des cours parfois en présentiel avec une brique de cours online que vous reportent vos camarades qui sont potentiellement déjà en école. Donc justement, comment maintenir la qualité de la pédagogie en ayant ces modalités d'enseignement et comment cette pédagogie va évoluer quand vous-même vous serez étudiant au sein de ces grandes écoles. Deuxième axe sur l'accompagnement, on le sait avec des situations parfois plus difficiles pour des étudiants depuis 12 mois, donc comment soutenir à la fois les étudiants mais aussi les diplômés, et ça c'est un axe qui est creusé dans le dernier angle pris par ce livre blanc, qui est un angle autour de l'insertion professionnelle, et donc justement comment assurer cette insertion professionnelle qui fait des grandes écoles comme Audencia des entités, des études plus que rentables. Ce livre blanc sera disponible depuis le lien qui figure ci-dessous. Vous pouvez donc le télécharger, le consulter tout à fait librement. On passe tout de suite à la rubrique en ébullition, cette rubrique qui va nous voir traiter 6 sujets décalés de culture générale autour de l'animal. Frédéric, est-ce que tu peux nous présenter ces sujets-là ? Oui, alors comme la semaine dernière, Véronique Bonnet et moi avons élaboré 6 sujets dont nous allons alterner la présentation. Cette fois-ci, nous avons décidé de proposer des sujets décalés. Mehdi, c'est ce que tu disais, et de fait, ils sont décalés en ce sens qu'ils ne tomberont jamais tels quels le jour du concours, c'est évident. Pour autant, si nous avons choisi cette démarche, c'est que nous avons pensé l'analyse de ces sujets dans une méthodologie explicative qui vise à comprendre comment un sujet difficile, on peut l'appréhender, le questionner et en tirer quelque chose qui soit satisfaisant. Donc un déroulé comme la fois dernière. Alors, on a pensé beaucoup aux étudiants à l'approche des concours, avec pour beaucoup de ces une matière particulière, les mathématiques. Nous commencerons donc par désigner certains étudiants en disant d'eux que ce sont des bêtes. C'est une bête en maths. Quand on a dit c'est une bête en maths, tout semble être dit, encore que tout reste à dire, évidemment, ce que Véronique fera, sauf à demeurer muet comme une carpe, mais en n'en pensant pas moins, bien sûr, oscillant en soi-même entre férocité, crudité et cruauté. Mais sur ces sujets, finalement, à quoi bon chercher la petite bête, c'est une bête en maths, c'est une bête. Quant à l'épreuve de maths, qui ne manquera pas de venir, 2 approches semblent dès lors possibles quand on n'est pas une bête. Soit crier au loup, soit tenter avec les yeux de l'amour un je ne sais quelle biche ma biche, dans l'espoir que la correction qui viendra ne sera pas trop vache, évidemment. Que de jeux de mots, on espère que vous avez kiffé et vous allez probablement kiffer l'animal comme jamais lors de cette émission. Pourquoi ? Parce que justement ces sujets qui semblent absurdes comptent, et cette matière, la culture générale, je me permets de le rappeler, pour une grande école comme Audencia, si vous êtes en ECS ou en ECE, c'est un coefficient de 5 sur 30 aux écrits, donc une matière hyper importante. Et si vous êtes en ECD, c'est un coefficient de 3 sur 30, donc ça reste important. Et donc c'est le genre de référence, de points, qui vous permettra aussi potentiellement de faire la différence sur une copie moyenne qui maîtrise le sujet et d'aller justement vers une copie bien plus prestigieuse. Premier sujet, Véronique, c'est une bête en maths. Pourquoi dit-on c'est une bête en maths ? Effectivement, l'animal ne connaît pas l'échec, alors que l'humain, lui, peut errer, il peut se tromper, errare humanum est. L'animal, lui, non. L'animal, il a une seule boussole. On a parlé la semaine dernière d'autotélisme.
au totélisme, il a la tâche de manifester les caractéristiques de l'espèce. Alors que l'humain, lui, il a plusieurs boussoles. Et comme il a plusieurs boussoles, il peut être désorienté. Il peut se tromper. Donc quand on dit d'un candidat ou d'un mathématicien que c'est une bête en maths, peut-être veut-on dire par là qu'il réussit à tous les coups, qu'il est infaillible. Mais si on y réfléchit bien, si l'animal ne peut pas échouer, est-ce qu'on peut dire qu'il réussit ? Puisque si on dit qu'il y a positivement de sa part une action qui accomplit pleinement, magnifiquement, d'une certaine façon, on est dans une expression inadéquate, puisque s'il ne peut pas ne pas faire ce qu'il fait, il n'y est pour rien. Alors pourquoi, dit-on, être une bête en maths? Est-ce qu'on veut dire simplement par là qu'il y a, comme le suggérait l'autre jour Frédéric, une étrangeté? Est-ce que celui qui est une bête en maths est tout simplement un extraterrestre? C'est-à-dire qu'il réussit sans commune mesure avec ce que d'autres humains pourraient faire. Sauf, et là ce sera une hypothèse que je crois très importante et très fondamentale au concours, si on oppose le caractère génial de l'animal et le caractère simplement ingénieux de l'être humain. Puisqu'effectivement, celui qui est ingénieux est dans une méticulosité. Il vérifie en mathématiques qu'il n'a pas remplacé un signe par un autre. Il y a une technicité qui est avertie, qui est patiente, qui articule des moyens et des fins. Alors que quand on parle d'une bête en maths, on se réfère à une certaine créativité, un certain jaillissement. En réalité, peut-être que la bête en maths, c'est véritablement ce qu'elle fait. On ne sait pas s'il y a cette lucidité de sa part. Alors, ce que suggère Kant dans le paragraphe 46 de la critique de la faculté de juger esthétique, cette fois, il appelle génie une disposition innée de l'esprit par laquelle la nature donne des règles à l'art et peut-être aussi une certaine forme de jaillissement dans la mathématique. Parfait, parfait. On va passer au deuxième sujet qui est un peu associé à moi quand je vous écoute parler de sujets de culture générale, c'est de demeurer muet comme une carpe. Alors l'expression « être muet comme une carpe » qui signifie rester silencieux, rester sans voix, demeurer interdit, sans parole, bien peut-être que ce sujet parlera paradoxalement à plus d'un préparationnaire évoluant en eau trouble, ou même parfois noyer le poisson ne semble plus une option capable de le repêcher. Et voici notre étudiant, quoi, comme une carpe coille, en attendant, en état de sidération, face à son énoncé, de maths ou d'autre chose d'ailleurs, ayant sans doute le désir de parler, mais comme privé, précisément d'une parole lumineuse, comme un astre éclatant, il désirait, il est privé de son astre. Étymologiquement, tout cela retombe bien et le réduit à un état de poisson, mais qui n'est plus dans l'eau, suffocant, laissant comme le Grégor de Kafka de la Métamorphose échapper seulement un son, puis plus rien, attendant le coup de grâce, en se disant que c'est assez. Mais si pas un traître mot n'est sorti de la bouche de ce pauvre étudiant, peut-on pour autant dire qu'il est muet? Être muet, est-ce n'avoir pas de langage? Est-ce n'avoir pas de parole? Être sans parole? Être muet, est-ce n'avoir rien à dire? Ceci est d'autant plus discutable que le mot muet vient par onomatopée de mou, qui est la traduction du bruit de la vache qui fait me et qui donne ou le mot murmure et qui va donner en latin mutus qui signifie
murmurer et par dérivation mugir ou ruminer et réfléchir, puisque ruminer, c'est aussi réfléchir. Et donne également par sa racine grecque, parce que l'étymologie, ça fait toujours du bien pour analyser les sujets, mista, qui signifie initié, celui qui a juré silence. L'initié est celui qui jure silence, qui est initié au mystère, et est mystérieux, ce qui, étymologiquement, doit être tu. Rappelons à ce titre que la carpe koi, que j'évoquais tout à l'heure, bien que quat, n'en est pas moins mystérieuse et l'objet d'un véritable culte en Asie, au Japon, en Corée du Sud notamment, symbolisant une force tranquille qui incarne ce qui remonte la voie pour vivre en phase avec la réalité initiale. En somme, ce silence des bêtes, pour reprendre le titre d'un ouvrage d'Élisabeth de Fontenay, ce silence des bêtes est moins celui mystérieux à l'homme que ce silence qui élève l'animal au rang d'une forme de symbole, voire d'une divinité dans bon nombre de cultures, et qui s'oppose à celui que l'homme a voulu infliger à l'animal en le rendant muet, en le réduisant au silence, faute de pouvoir entendre autre chose que ce que sa parole, dont il a fait l'outil éloquent de sa supériorité, lui permet de faire. Mais n'est-ce pas là péché pour l'homme, par orgueil, en voulant réduire au silence l'animal? N'est-ce pas, dans une perspective nietzschéenne, se vouloir lion rugissant en manquant la troisième métamorphose, celle de l'enfant, infans en latin, qui précisément signifie celui qui ne parle pas, et qui mène au surhomme. D'ailleurs, la carpe koi est le symbole de la journée des enfants au Japon. Donc, il y a bien un mystère dans ce silence des animaux, car ce mystère, qui est celui du monde et de son harmonie, signifie que par son silence, l'homme peut être initié à son humanité, loin des bavardages où souvent il se noie. Très bien. Et après avoir eu de la métaphore animale, on peut passer à celle végétale, plutôt, avec ce sujet, crudité et cruauté. Le cru caractériserait l'animal, alors que le cuit serait le privilège de l'humain. Lévi-Strauss, un anthropologue, dans le cru et le cuit, repère un écart considérable entre un appétit impulsif, sans médiation, donc celui des animaux, alors que le désir humain fait intervenir des médiations, des écrans. Comme le dit Brillat-Savarin dans La physiologie du goût, les animaux se repaissent, l'homme mange, l'homme d'esprit, seul, sait manger. Et l'homme d'esprit, ou pas, peut, au cuit, préférer de savantes crudités, ou l'homme, dont l'esprit est dans une errance, peut s'adonner à la cruauté. L'animal, lui, n'est pas cruel, il ne peut pas être cruel, puisque la perspective inverse ne lui est pas ouverte. Ou encore l'animal ne pratique pas la raw food, la mode de la nourriture qui serait exclusivement crue, puisque le mode de nutrition de l'animal est strictement dicté par les impératifs de son espèce. Certains insectes, par exemple,
empoisonnent leur proie ou la prédigèrent avec un liquide corrosif. Et donc dire de l'animal qu'il est cruel, qu'il ne cuit pas, qu'il n'assaisonne pas, c'est confondre ce qui relève d'un choix, la cruauté, ce qui relève de filtres culturels qui vont, pour tel aspect du rapport au monde, faire intervenir tel ou tel filtre culturel. Mais alors si on dit ça, on est obligé de dire qu'on parle de l'animal au naturel. Ce qui est une expression curieuse, qui a une connotation culinaire. On parle de thon au naturel, on parle de sardine au naturel. Est-ce qu'on peut vraiment parler d'animal au naturel? Alain Roger, dans son court traité du paysage, fait l'hypothèse que les arbres, que l'on croit naturellement être là, avant qu'on pose sur eux un regard, ou les végétaux, les animaux en général, que l'on croit in situ, c'est-à-dire se manifester naturellement en dehors de l'être humain, sont peut-être en réalité perçus in visu, c'est-à-dire par le regard que l'être humain pose sur eux, et ce faisant, il les artialise. Artialiser, c'est s'imaginer naturel, ce qu'on a exactement observé sous un certain angle. Et je dirais que l'artialisation est une drôle de cuisine. Et au moins, j'aurais appris un nouveau mot en animant une émission. Effectivement, donc artialiser, retenez pour impressionner vos correcteurs ou autres, vos familles quand vous retournerez faire des repas de famille quand ce sera autorisé. Parce que bien évidemment, tout le monde respecte les consignes sanitaires, c'est bien connu. Alors justement, Frédéric, à quoi bon chercher la petite bête? Oui, alors il est vrai que chercher la petite bête, c'est le passe-temps favori de ceux qui, après avoir coupé les cheveux en quatre, et quand il n'y en a plus, se plaisent pour leur plaisir, mais aussi pour le plus grand agacement de leur entourage, à chipoter, à pinailler, à gosser des poils de grenouille, comme on dit au Québec, à chercher le poil dans l'œuf, à ergoter. Ergoter, qui est un verbe particulièrement intéressant, car il n'est étranger ni au monde des animaux, ni au monde des hommes, si on en croit les deux étymologies possibles de ergoter. Ergoter renvoie à ce petit doigt doté d'un ongle pointu et blessant chez les mâles des gallinacés. Et il n'est pas étonnant que parfois, montant sur ces ergots, la voix s'élève, le torse se bombe, le pinaillage initial se transforme en combat de coq que les Français, dont le coq est l'emblème, aiment tout particulièrement. Mais ergoter pourrait également venir de ergo, en latin, donc, dont les docteurs scolastiques usaient à loisir et souvent à vide, bien souvent, pour, sur le moindre mot, trouver à redire, revenant, répétant, s'enflammant parfois, bloquant de fait toute forme d'échange, toute pensée, et à en croire Descartes et son cogito ergo sum, toute possibilité d'être. Il y a à ergoter quelque chose qui tient de la mécanique, pour rester avec Descartes, de la mécanique comme l'animal. Les mêmes choses sont redites en passant par les mêmes chemins et en s'enfermant dans un mode de fonctionnement qui n'est finalement pas le monde. Ainsi, chercher la petite bête consisterait à soi-même risquer de se transformer en animal et à refuser de s'accomplir en homme qui pense. Mais ce risque ne vaut-il pas la peine d'être couru? Car ce n'est souvent qu'en y regardant de près que l'on peut comprendre le fonctionnement d'une belle mécanique et de ce qui pourrait, à un moment, tel un grain de sable, la faire dérailler. Un grain de sable suffit à mettre à mal un bel
ordonnancement d'un système sous lequel il faut aller chercher le détail, quitte à infliger aux certitudes ce qui semble bien fonctionner avec l'assurance d'un coq et de ses coups d'ergot. Chercher la petite bête, c'est sans doute risquer de s'égarer, d'avoir l'œil rivé sur le détail, comme une poule à la recherche de la graine dont elle se nourrira, en oubliant ce qui l'entoure et qui pourrait la mettre en danger. Mais dans la nature, tout est lié, et nous sommes ce fil tendu entre l'infiniment grand et l'infiniment petit. Ainsi, chercher la petite bête, c'est aussi risquer, mais ce risque est beau, de faire dialoguer l'élémentaire et le complexe, qui ne serait rien sans le premier. Ce n'est pas risquer que la petite bête mange la grosse, dans une frayeur ancestrale et primitive de la dévoration, c'est-à-dire d'être réduit à n'être plus que cette petite bête qui nous ramènera à l'élémentaire, comme dans l'ordre naturel des choses, mais c'est accepter que le complexe se tisse d'élémentaire, auquel il finit toujours par revenir, se nourrissant l'un l'autre, comme les vers de la charogne de Baudelaire. Alors, non, la bête en maths n'est pas une charogne, c'est individu ignoble, et il n'est pas encore le cadavre, enfin, on le lui souhaite. C'est une bête en maths, et une bête est une bête. Donc, quant à l'épreuve de maths, qui ne manquera pas de venir, deux approches semblent dès lors possibles pour le dit étudiant, soit avoir des yeux de biche, ce que Véronique nous proposera tout à l'heure, soit il s'agit pour lui de crier au loup. Crier au loup, qui sera donc notre 5e sujet. Alors, Vladimir Nabokov, dans Littérature, donne à lire ceci. La littérature n'est pas née le jour où un jeune garçon, criant « au loup, a jailli d'une vallée néandertalienne, un grand loup sur ses talons. La littérature est née le jour où un jeune garçon a crié « au loup, alors qu'il n'y avait pas de loup derrière lui. Que ce pauvre petit, victime de ses mensonges répétés, ait fini par se faire dévorer par un loup en chair et en os, nous dit Nabokov, est ici relativement accessoire. Voici ce qui est important. C'est qu'entre le loup, au coin du bois, et le loup, au coin d'une page, il y a comme un chatoyant maillon. Ce maillon, ce prisme, c'est l'art littéraire. Il faut avouer que le loup en question jouit d'une solide implantation dans notre imaginaire, du jeu de loup, jouer au loup, c'est-à-dire découvrir qui sont les loups et les poursuivre, à la philosophie, puisque le lycée, l'école d'Aristote, tire son nom de la proximité d'un sanctuaire d'Apollon Lykéos, c'est-à-dire chasseur de loups, en passant par le masque, puisque derrière son loup on fait ce que l'on veut, dit la chanson, qui dissimule l'être, les intentions, et qui permet de voir sans être vu ou reconnu, comme la bête du Gévaudan qui dans l'ombre attaqua, et tua, comme également chez La Fontaine ou chez Giono, dans Un roi sans divertissement, qui nous ramène du coup à Nabokov. Car crier au loup, c'est jeter un son perçant, comme le loup, alors perçant ou hurlant, fort, c'est crier, pousser des cris hors de soi. Le cri est un son inarticulé, c'est un râle, un grognement, qui n'est donc en rien la parole humaine, qui se distingue de celle de l'animal par sa capacité à articuler des sons sous forme de mots avec une intention de sens. Crier, c'est faire entendre la bête en soi, comme sortie de son antre, de sa caverne ou de son labyrinthe. Crier, c'est le son du minotaure qui se serait échappé. Mais crier au loup, c'est pour autant transformer son cri en nom, le loup. C'est-à-dire donner une forme à l'informe, une image à du sauvage. C'est poser sur ce qui habite en soi de primitif et d'angoissant, de primordial, des contours,
propre à nous libérer de ce cri et à signifier à autrui quelque chose qui puisse lui parler. Mais dans cet acte de Nabokov, cet acte littéraire, associé donc à la fiction et à la littérature, à cette capacité à faire jaillir un mot alors même que la chose est absente, un mot qui agisse sur autrui en générant la même peur que celle qui a poussé à crier, dans cet acte, n'y a-t-il pas tout acte de nommer, et notamment de nommer les animaux? L'animal n'est-il pas pour nous d'abord un nom posé sur une chose et qui demeure en l'absence de la chose? Si bien que lorsque la chose surgit, c'est peut-être moins la chose qui surgit que le mot qui la qualifie, le mot qui prend sa place ou se superpose à la chose, y compris en son absence. D'où, chez Derrida, le terme d'animaux, M-O-T, car si en chassant le loup, nous le manquions toujours, et nous visions plus le mot pour dire la chose, comme un filtre puissant qui s'intercale entre le réel et nous. Et si au jeu du loup, sans cesse le loup nous échappait, et que, parlant de lui, nous ne devions jamais parler que de nous. C'est que les mots ont un charme aussi puissant que celui des yeux d'une biche, ou tenter avec les yeux de l'amour un je ne sais quelle biche au ma biche. Mais tu as fait ma transition, c'est parfait. Et donc, on va voir si vous avez un peu de culture musicale. Voilà, mettez en commentaire si vous savez qui est l'auteur de cette petite musique, ce qui est devenu même une ritournelle assez classique, ce qui va faire l'objet donc du dernier sujet qu'on va traiter aujourd'hui, Biche au ma biche. Alors en ce cas, Mehdi, je vais donner un indice. Donc Biche au ma biche renvoie à une chanson du milieu des années 60, lorsque les femmes allongeaient au crayon noir leurs jolis yeux, et à rapprocher d'une réplique culte d'un acteur comique, ma biche, ma biche, ma biche. Déjà dans Blanche-Neige, l'épouvantable homme de main chargé par la marâtre de tuer Blanche-Neige avait présenté à celle-ci un cœur de biche au lieu du cœur de celle qu'il devait supprimer. Cette métaphore est devenue insupportable, genrée. La femme aimée est désignée comme un gibier, comme une proie. Le pronom possessif ajoute encore de la dépendance à la dépendance. Mon petit loup, mon biquet ne serait pas en reste. Et ce lexique ne voudrait voir dans l'être que sa douceur, son innocence, sa subordination, d'être muet et d'être docile. Hannah Arendt, dans The Human Condition, texte qui a été traduit par La condition de l'homme moderne, évoque une tentation pour les humains qui serait la tentation du repli dans le chez-soi. Et qu'y a-t-il dans le chez-soi? Il y a le chat, le chien, le pot de fleurs, la table, la chaise. Et donc il faudrait ajouter la compagne en biche, le compagnon en bichon peut-être. Et la philosophe Hannah Arendt préconise plutôt que ce repli sur un espace fermé qui est mortifère, qu'on croit prétendument humanisant, une ouverture au domaine public et au patrimoine culturel de l'humanité dont les bestiaires font partie. Il faudrait donc envisager précisément un droit à la métaphore. Par exemple, dans le Cantique des Cantiques, qui aurait été écrit comme autant de versets d'amour
par Salomon pour la reine de Saba, on peut lire « À ma cavale, quand elle est attachée au char de Pharaon, je te compare, ô mon ami, que tu es belle, mon ami, que tu es belle, tes joues, tes yeux sont des colombes. » Et l'épouse de répondre à l'époux, mon ami est un jeune faon. Elle, biche, lui, faon, ou bien faon, elle, et biche, lui. Très belle conclusion. Alors peut-être pour conclure cette série de 2 émissions, alors que les concours approchent, est-ce que vous auriez un petit conseil de dernière minute? Donc ça peut être de travailler votre cours en théorie, vous l'avez fait, ou alors vous nous voyez, vous vous cachez dans le futur, futur peut-être échec au concours que vous aurez. Mais justement pour les étudiants qui ont bien travaillé, qui ont regardé aussi ce genre d'émission jusqu'à la fin, quels conseils leur donneriez-vous pour justement avoir une note d'excellence? Alors, je rappelais les coefficients, pourquoi on fait tout ça, parce que la culture générale, au-delà de son aspect intellectuel, de nous faire réfléchir sur des sujets de notre quotidien, nous permet également de réussir hein, effectivement un concours qui est assez coefficienté. Quels conseils donneriez-vous aux étudiants qui visent la très 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 bonne note? En dehors du fait de regarder cette émission en replay, évidemment. J'ose à peine le dire, lire le sujet. Pourquoi donc? Parce que souvent, on a en tête des constructions de sujets qu'on a traités, qu'on aime beaucoup, auxquels on s'est accoutumé. Il faut bien se dire que les sujets sont choisis au millimètre. C'est-à-dire, est-ce qu'on va donner un verbe? Est-ce qu'on va se référer à l'animal au sens de l'animal pensant, au sens de l'animal dont le contexte dit bien qu'il s'agit de celui qui est exemplaire d'une espèce? Donc surtout, il faut bien se dire qu'il y a des indices dans la formulation des sujets. Il faut lire le sujet. C'est notamment ce qu'on disait lors de la première mission avec Par amour des bêtes n'est pas l'amour des bêtes. Effectivement. Peut-être Frédéric, un point pour compléter. Alors, effectivement, hein, lire de façon authentique le sujet sans essayer de plaquer des choses toutes faites dessus, parce que, évidemment, cela pourra se superposer à un traitement correct du sujet, mais jamais cela ne donnera, puisque c'est de l'excellence ce qu'il est question, jamais cela ne donnera le caractère purement authentique. Authentique, ça signifie dont on est l'auteur. Et complètement l'auteur. Alors pour ce faire, lire évidemment le sujet. Je pense qu'aujourd'hui, il est un peu tard pour apprendre de nouvelles choses, parce qu'il faut que les connaissances aient le temps de sédimenter véritablement pour pouvoir être un socle à partir duquel on va pouvoir penser. Dans la phase de préparation, il me semble très important d'écrire. Écrire beaucoup, prendre des sujets, réfléchir et entraîner sa main, tisser les mots, tisser les concepts, tisser les œuvres, dans une forme d'entraînement qui a été celui de toute l'année, hein, évidemment, enfin des 2 années, mais plus particulièrement encore se confronter à l'écriture, réécrire des choses pour permettre d'arriver le jour du concours avec une forme d'aisance et d'évidence dans le geste. Complètement. Eh bien, moi, je me permets à titre personnel de rajouter ce qui a fait la différence entre mes 2 années de prépa, où une année, effectivement, j'étais en train d'essayer de plaquer des briques de cours. Résultat, c'était 8. Et une 2e année où, sur des sujets type crépuscule de la vérité, je me suis dit, bon, je vais vraiment lire le sujet. Et là, du coup, j'ai eu l'épreuve utilisée par Audencia, qui est la dissertation de culture générale HEC, en beau 18, effectivement, en lisant bien le sujet, ce qui permet de briller au concours. Et donc, en utilisant tout ce qu'on vient de dire en termes de connaissances et ce que vous avez vu tout au long de l'année, en tant qu'effectivement des ressources et non pas des éléments absolument à plaquer pour dire je maîtrise, j'ai des références, ce qui ne sert absolument à rien. Et je voudrais rajouter mon dernier conseil, c'est de lire les rapports de jury. Très souvent, on ne le fait jamais. Moi, je suis toujours interloqué par le nombre d'étudiants à qui je parle au quotidien et qui même étaient mes camarades il y a quelques années, qui ne lisent pas les rapports de jury. C'est simple, on a le jury, les correcteurs qui se réunissent et qui produisent un document présentant l'ensemble des erreurs, des maladresses ou alors des choses qui sont appréciées par les correcteurs et qui apportent un bonus. Donc lisez-les, vraiment, prenez le temps de les lire. On est à quelques jours des concours. Faites-le, ça vous apportera des points. Et tout simplement, quand on a, je sais pas, 15 par exemple à Audencia en culture générale,
on a besoin d'avoir à peine 10 meilleurs pour passer la barre d'admissibilité. Donc c'est une chance que d'être bon en culture générale, c'est une chance pour être admissible dans ces grandes écoles. Saisissez-la, voilà, c'est le moment jamais. Dans tous les cas, on vous souhaite un bon courage pour cette dernière ligne droite avant les concours, et on se dit à très vite pour parler potentiellement d'un autre thème l'an prochain, si vous avez la malchance de QB. Allez, ciao, à très vite.